Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là en si grand nombre. On est presque émus de vous voir aussi nombreux ce soir. Bienvenue. Merci d'être là. Je suis Isabelle Guilbeault. C'est moi qui vais animer la soirée, qui va vous faire les liens entre les différents segments de cette soirée. Je vous rappelle que c'est quelque chose qui a été mûri pendant 2 ans. Et que Mme Marthe, entre autres, pas Mme Marthe, pardon, Mme Dufour, Mme Rose Dufour de la Maison de Marthe, il faut l'attacher. Tellement contente de vous voir. Alors, c'est une soirée qu'on veut miser sur la parole. La parole des femmes qui sont en lien avec l'industrie du sexe et la parole des femmes qui luttent pour vous et avec vous. Alors, c'est cette parole-là qui va être à l'honneur ce soir. Et comme vous en avez peut-être l'habitude, pour commencer, on va remercier au nom des organisatrices et des invités de cette soirée tous ceux et celles qui ont permis qu'on réalise cet événement. Alors, on remercie les représentants de notre principal bailleur de fonds, la Ville de Québec, l'attachée de presse de la ministre Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et responsable de la condition féminine, Mme Isabelle Sabourin, qui est dans la salle. On remercie aussi les représentants des ministères et organismes gouvernementaux qui sont concernés par la question, donc le secrétariat à la condition féminine, le Conseil de statut de la femme, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Santé et des Services sociaux, la Commission de l'équité salariale dont la présidente dirige un organisme concerné par le droit des femmes et l'Institut national de santé publique du Québec, de même que les représentants des syndicats, des groupes de femmes, des groupes qui dispensent des services aux femmes, des organismes communautaires et aussi de plusieurs communautés religieuses féminines. Merci à tous et bienvenue à cette soirée. On va essayer de vous résumer un petit peu le message qu'on souhaite passer ce soir. Les femmes sur ce plateau, et certaines d'entre vous dans la salle, sont avec les femmes, contre l'industrialisation du sexe et par conséquent, contre la prostitution avec toutes les femmes, quel que soit le lieu où vous en êtes dans votre parcours. Il y en a qui disent « Ah, vous êtes puritain, vous êtes ceci », c'est pas ça. Bien au contraire. On est nombreux à penser que le sexe est probablement un des plus beaux liens qui peut exister entre deux individus. Mais on ne veut pas que le sexe soit un produit de consommation. Pour s'en sortir, par exemple, il faut être soutenu. On ne peut pas faire ça tout seul. Et on ne peut pas faire ça en criant ciseaux non plus. Je vais vous présenter des femmes engagées qui sont ici ce soir pour vous parler, mais aussi pour vous écouter et pour échanger avec vous. Il y a Mme Diane Matt, qui est la coordonnatrice de la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, qu'on connaît mieux sous le nom de la Clé de Montréal. Bonsoir, Mme Matt. Bienvenue. Madame, je n'ai pas besoin vraiment de vous la présenter, mais je la présente quand même. Madame Julie Miville-Dechaine, qui est présidente du Conseil du statut de la femme. Bonsoir. Merci d'être là. Et on a une invitée d'honneur. Je ne sais pas quand vous étiez petit, si vous aviez ça dans votre classe, une méchante bolle. Vous en rappelez-vous? Madame Trincart, c'est plus que ça. Et en plus, elle est fine. Elle n'est pas prétentieuse. Imaginez-vous, Caroline. Alors, c'est Mme Judith Trincart, qui est médecin légiste et de santé publique. Elle est secrétaire générale de l'Association Mémoire traumatique et victimologie de Paris. Et c'est une des rares spécialistes des conséquences de la pratique de la prostitution. Elle va vous livrer un petit peu plus tard dans la soirée sa conférence. Et c'est vraiment quelqu'un qui connaît son sujet de A à Z. On a aussi celle dont elle m'a fait le nom tout à l'heure, Mme Rose Dufour, qui est fondatrice et directrice de la Maison de Marthe. Et c'est elle qui va s'adresser à vous en premier. Elle va nous présenter quelques points d'éclaircissement et de compréhension de la prostitution et de ce que nous en savons. Alors, ou vous venez ici, ou vous gardez votre micro. Je préfère. Venez-vous-en. Merci. Elle n'aime pas ça, parler en public. Je suis pas capable de faire les choses comme tout le monde. Il faut que je parle debout. Je suis pas capable de parler assis. Bon. Je vous vois plus maintenant, alors. Bonsoir. C'est absolument merveilleux que vous soyez au rendez-vous. Je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue et je vous salue tout particulièrement au nom des femmes avec qui nous travaillons. Notre seule raison d'exister et notre seule raison d'être ici ce soir. Avec elle, nous vous proposons une réflexion pour agir sur un sujet puissant, le sexe dans sa forme commerciale, la prostitution.
On m'a donné 5 minutes. Je pourrais vous en parler pendant des heures de temps. Donc, je dois poser le problème et faire un constat de société. Alors, pour le faire, j'ai pensé de vous parler en 2 points du sujet. La prostitution comme phénomène social, comme fait de société. Et deuxièmement, ce que nous savons par rapport à la prostitution. Au printemps 2001, j'ai fait la plus grande découverte de ma vie comme chercheur. J'ai découvert la réalité des femmes dans la prostitution. Des femmes souffraient la pire misère humaine et non seulement on ne le savait pas, mais on ne s'en souciait pas. Et pire encore, on jugeait qu'elles avaient choisi de se prostituer, qu'elles aimaient le sexe plus que toutes les autres, qu'elles étaient plus chaudes que toutes les autres femmes, qu'elles le faisaient pour se payer du luxe, etc., etc. La découverte de la tragédie de leur vie a changé la trajectoire de ma vie. J'ai mis la recherche à leur disposition. C'est tout ce que j'avais à offrir. Dans un contexte d'absence totale de toute politique sociale spécifique pour elles, la maison de Marthe naîtra de cette rencontre. Elle est née du besoin des femmes qui voulaient quitter la prostitution et qui avaient besoin d'aide pour le faire. La prostitution existe depuis des siècles. Et bien que nous croyions la connaître, justement parce qu'elle existe depuis si longtemps, je suis obligée de faire l'affirmation que non, on ne la connaît pas du tout. Pourquoi? Parce qu'entre la prostitution d'hier et d'aujourd'hui, il y a un monde de différence. Autrefois, la prostitution était quelque chose qui était tabou, qui était caché, dont on ne parlait que très peu, alors qu'aujourd'hui, la prostitution est associée à la liberté, au plaisir. Elle est proposée comme modèle de libération sexuelle et modèle de sexualité aux jeunes filles, qui, dans certains cas, le croient. La prostitution s'est étendue, s'est accrue et s'est constituée en marché international de sexe florissant. L'industrie du sexe. Peut-on y penser? L'industrie du sexe. Que s'est-il donc passé? Il s'est passé que depuis environ 40 ans, le plus grand changement qu'on a connu, qui est survenu dans la prostitution, a été son industrialisation, occasionnée par la transformation de l'économie et la mondialisation des marchés, qui ont eu pour effet et pour résultat l'apparition du néolibéralisme et du capitalisme sauvage, où tout à coup, tout est devenu à vendre. Le corps des personnes, leur sexe, les organes, le sperme, les ovules, les utérus. Pensons au phénomène des mères porteuses. Moi, je ne peux pas l'entendre, ce mot-là, des mères porteuses, comme si on était des incubateurs et qu'on pouvait enfanter dans l'indifférence. Une industrie qui est devenue une puissance économique internationale incontournable, un marché dirigé par des criminels, alors que la prostitution est très majoritairement pratiquée par les personnes les plus vulnérables de notre société, celles des classes défavorisées, les minorités ethniques, des femmes autochtones, des victimes d'inceste, d'abus sexuels, d'agressions sexuelles, etc., etc. Une industrie qui est considérée vitale dans de nombreux pays. La prostitution est légale en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grèce, en Suisse, en Hongrie, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Des bordels sont propriété d'États en Turquie et en Indonésie. Et elle est reconnue vitale à l'économie nationale en Thaïlande et aux Philippines. Donc, ce sont des États proxénètes, pour reprendre l'expression juste de Kajai Ekis Ekman, qui a écrit un livre absolument extraordinaire qui s'appelle « L'être et la marchandise ». Que savons-nous de la prostitution? Imaginez-vous, il doit me rester 1 ou 2 minutes. Qu'est-ce qu'on sait? Et je vais vous dire qu'est-ce qu'on sait, en tout cas que je considère comme le plus important. L'intervention à la maison de Marthe, sauf pour accompagner les femmes dans les processus de sortie de la prostitution, s'appuie sur le résultat de 3 recherches principales qui répondent à 3 questions. Comment des femmes en viennent-elles à se prostituer? Pourquoi certains hommes consomment-ils de la prostitution et comment d'autres deviennent proxénètes? Et de ces questions jaillit des découvertes absolument extraordinaires. Elles sont dans le livre qui s'appelle « Je vous salue, Marion Carmen ». Comment des femmes en viennent-elles à se prostituer? D'abord, il faut distinguer le pourquoi et le comment. Pourquoi? Une seule raison, mais pour l'argent. Il n'y en a pas d'autre raison.
La toile de fond de la prostitution, c'est la pauvreté. Comment en sont-elles venues à se prostituer? C'est une toute autre chose. On connaissait déjà la traite des personnes et les gangs de rue. Moi, j'ai mis à jour 6 systèmes sociaux producteurs de prostitution. Et attention, des 6 systèmes, la grande découverte, c'est qu'il y en a 4 qui sont à l'intérieur même de la famille. Les abus sexuels, inceste, actes de pédophilie et autres infractions corporelles à caractère sexuel, pour reprendre la belle expression dans la thèse de doctorat de Judith Trincard. Le deuxième système, jeunesse, fugue, pauvreté. Le troisième, le modèle de mère prostituée. Le quatrième, le conjoint gigolo ou proxénète. C'est les 4 premiers. La toxicomanie et la proximité. Pourquoi les hommes? Alors, en gros, pourquoi ils entrent dans la prostitution, c'est ça, mais c'est plus complexe que ça. Là, mais on ne m'a pas donné assez de temps pour vous l'expliquer. Pourquoi les hommes consomment-ils de prostitution? Quelques grandes lignes. D'abord, une chose qui est importante, c'est juste une petite frange de la population des hommes qui consomment la prostitution. Ce n'est pas tous les hommes. Et le pourcentage des hommes qui consomment la prostitution est différent selon les milieux et les cultures. Alors, on l'évalue aux États-Unis autour de 10 en Grande-Bretagne, 7 Contestez pas mes chiffres, là, il y a toutes sortes de données là-dessus, mais je veux au moins vous faire image. 19 ensuite en Suisse et 39 en Espagne. Ce n'est pas la libido qui est en question ici. Ça a tout à voir avec l'éducation et la culture dans les comportements sexuels attendus des hommes qui est en cause, dans les rapports entre les hommes et les femmes, des comportements qui ne sont pas innés, mais qui sont acquis par l'éducation et la culture. Deuxième conclusion importante de cette recherche, le client n'est pas monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde ne consomme pas de prostitution, il ne paie pas pour avoir du sexe. Il se lève debout et fait la conquête des femmes. On se donne tellement de mal pour plaire. Il faut aussi qu'ils fassent leur part, n'est-ce pas? Alors, ce sur quoi je veux surtout appuyer, c'est que les hommes qui consomment de la prostitution sont des hommes qui se distinguent des autres hommes par leur sexualité irresponsable, monétarisée, dépourvue d'engagement émotif et relationnel avec les femmes. C'est cette dernière caractéristique qui rend la prostitution si attirante pour eux et si déshumanisante pour les femmes qui consentent à des rapports avec eux, des rapports sans désir, ce qui en fait des viols consentis, comme elles le disent clairement dans mes entretiens et dans le film de Ève Lamont, L'imposture. J'ai répertorié les types de ces hommes, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais je veux au moins vous dire que les dénominateurs communs, leurs dénominateurs communs, sont le refus de la responsabilité. Ils ne veulent même pas se sentir coupables, mais ils exigent de la sexualité. Leur sexualité est perturbée. Ils font un usage intense de la pornographie et ils ont un nombre élevé de partenaires. Il y aurait plus que ça à dire, mais on ne m'a pas donné assez de temps. Mais dans mon livre, il y a une grosse partie là-dessus. Alors, écoutez, c'est très important. Le personnage central de la prostitution n'est pas la femme prostituée, mais le client. C'est lui qui produit la prostitution. C'est pour ces hommes qu'est créé ce fabuleux marché d'une marchandise sexuelle humaine. Des 3 acteurs principaux, j'en viens maintenant au proxénète, des 3 acteurs principaux du système prostitutionnel, la femme prostituée, le client, le proxénète, ce sont les proxénètes qui profitent le plus financièrement de l'asservissement des personnes prostituées. De toutes ces personnes aussi, la seule personne pour qui la prostitution est un problème et qui en subit les conséquences est la personne prostituée, généralement les femmes, dans une grande proportion. Je termine. Il faut reconnaître que la prostitution est une pratique essentiellement masculine. Il faut cesser de nous comporter comme si toute la sexualité masculine et l'identité des mâles étaient menacées par la disparition de la prostitution. Vous savez que l'échelle de Maslow n'indique pas la sexualité comme un besoin fondamental. On peut mourir de ne pas manger, mais on ne meurt pas de ne pas avoir de sexe, quand même. Alors, si vous voulez, c'est pas moi qui l'ai écrit. Pour que s'opère un tel changement social, celle de l'abolition de la prostitution, la participation des hommes est absolument essentielle.
Les hommes doivent s'engager contre les politiques sexistes, remettre en question l'idée que les besoins sexuels des hommes sont irrépressibles. La prostitution est un problème social et politique qui concerne l'ensemble de la population. Donc, la prostitution n'est pas une tare individuelle, c'est un système commercial. Le client crée la demande, la marchandise est la femme, dans certains cas des enfants, des jeunes hommes et des transgenres. Le proxénète suscite la demande en stimulant la vente de la prostitution. Mais écoutez la quatrième composante, dans une société qui tolère et qui banalise la prostitution. Tous les jours, la prostitution est annoncée dans le Journal de Québec et dans Le Soleil. Nous sommes une société hypocrite. Nous faisons comme si nous ne savions pas que c'est du proxénétisme alors que c'en est. Je termine par une merveilleuse conclusion qui dit « Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font du mal, mais à cause de ceux qui regardent faire le mal. » Je voudrais avoir écrit cette phrase, mais je la cite de Einstein qui l'a écrite. Nous connaissons la nature tragique et destructrice de la prostitution. Nous ne pouvons plus la regarder, la laisser aller comme si elle était banale ou anodine. Nous devons la faire reculer et l'abolir. Merci. Pour quelqu'un qui dit qu'elle n'aime pas ça parler en public, merci beaucoup, Madame Dufour. Elle vous a parlé à quelques reprises d'un livre, Je vous salue, où Madame Dufour a recueilli des témoignages de prostituées, de proxénètes et de clients. Et il y aura des copies du livre, Madame Dufour, à la sortie, donc si jamais c'est une lecture qui vous intéresse. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, en début, qu'on allait donner la parole aux femmes. Eh bien, on va maintenant essayer de cerner la réalité sur ce que c'est que de vivre la prostitution de l'intérieur. Et on a le privilège de donner la parole à deux femmes qui l'ont ce vécu. On invite d'abord Rose. Elle a choisi de nous lire un texte ou deux, Rose. Rose, est-ce que tu nous lis un texte ou deux, finalement? OK. Elle va nous lire deux textes qu'elle a trouvés pertinents de partager avec vous. J'ai tout fait. Des photos et des vidéos qui traînent encore partout et dont je n'ai toujours pu vérifier l'anonymat. De la domination, des danses, des soirées d'accompagnement, des trips à plusieurs, des salons de massage, des salons miteux, des journées de 10 clients, des fins de semaine avec le même, des 30 $ du 15 minutes aux 1 000 $ pour 1 heure. J'ai été indépendante et j'ai travaillé pour d'autres. Je me suis cherché des chauffeurs et de la protection. Ça finissait toujours par être n'importe quoi. La protection, ça n'existe pas dans ce domaine-là. Les gars qui te protègent, ils sont pas à côté de toi pendant que tu baises un client et que le client décide qu'il s'en fout de ce que tu veux ou de ce que tu veux pas. Ou qu'il te chuchote à l'oreille que t'es une salope, une ci, une ça, en te tirant les cheveux alors qu'il était supposé d'être doux et respectueux. Et le gars qui est supposé te protéger, il s'en calisse de toi, c'est ton cash qu'il veut. Et peut-être, au mieux pour lui, toi, complètement, gratuitement, parce qu'après tout, il te protège, il te mérite et il a le droit de t'avoir s'il décide qu'il veut t'avoir. J'ai tout fait pour trouver la façon qui me convenait, pour être bien là-dedans, parce qu'il n'y a que ça qui me semblait assez payant pour les dettes qui me submergeaient et les besoins que j'avais à cette époque-là. J'ai beaucoup connu aussi le harcèlement, le manque de respect, la drogue dans mon verre, le viol plus ou moins sauvage, le jugement des policiers, médecins et autres professionnels, le mensonge des gens supposés me protéger, me conduire, me représenter ou m'aider. En bout de ligne, j'ai payé quelques dettes, c'est toujours ça, et j'ai vécu aisément sur le plan financier pendant quelques mois. Mais tout le côté sombre qu'on ne veut pas voir quand on commence, ou auquel on refuse de croire quand on n'est pas dedans ou quand on n'a pas le choix d'être dedans, ça m'a miné. Parce que comme aucun travail peut miner personne, même un travail qu'on déteste et qu'on voudrait donc pas avoir à faire. Peu importe ce que tu fais quand tu es prostituée, que tu suces, que tu masses, que tu t'écartes, que tu écoutes, que tu caresses, que tu consoles, que tu danses,
Ce que tu fais, en fait, c'est que tu donnes, et tu as en retour de l'argent et peut-être que tu la touches même pas. Tu fais semblant d'aimer ça quand un homme veut te faire jouer, mais tu jouis pas parce que tu n'es plus capable ou parce que tu n'es pas là, parce qu'il faut que ton esprit se sépare de ton corps pour réussir. Parce qu'il y en a trop qui t'ont caressé comme on caresse une belle voiture, ou qui t'ont mangé comme on mange un bon burger, ou qui t'ont complimenté comme on complimente un chien, un enfant ou un employé au mieux. Tu t'accroches à ceux avec qui tu es bien pour vrai, parce qu'il y en a toujours. Puis tu continues pour les revoir eux, parce que tu as l'impression qu'eux, ils ont besoin de toi aussi, et vice-versa, et qu'ils te respectent en tant que femme, pas en tant que pute. Tu as l'impression que c'est plus qu'un échange professionnel. Mais un jour, tu réalises que non. La journée où tu as besoin d'aide et où tu penses qu'ils vont être là, tu réalises que tu étais juste la pute qui aimait le plus. Mais il y en a d'autres qui sont encore équilibrés, puis c'est vers eux qui se tournent. Puis si tu pars, ils vont te remplacer ou t'harceler. J'ai eu vraiment mal quand j'ai réalisé que j'avais plus d'estime. J'ai eu vraiment peur, vraiment souvent, tellement que c'est devenu un état permanent, et j'ai voulu mourir. J'aurai sûrement toujours un peu mal, un mal sournois qu'on ressent toujours un peu en soi, en oubliant pourquoi, comment, depuis quand, et auquel on s'habitue parce qu'il le faut bien pour continuer. J'aurai toujours peur de tout et de rien, ou peut-être pas. Je me fais soigner, peut-être que ça se soigne. J'ai une amie qui s'est fait violer à quelques reprises par un patron qui pourtant se payait des filles. On se comprend, elle et moi, parce que je me sens violée aussi. Même si je disais oui, parce que c'est pour que je dise oui qu'on me payait, je me sens violée parce que j'ai fait un tas de choses à un tas d'hommes que je désirais pas leur faire. C'est pas un métier, la prostitution, c'est un viol, et un autre, c'est de l'esclavage pur et simple. T'as beau essayer de choisir tes clients, des fois t'as pas le choix d'en prendre un qui te tente pas. Et ça, c'est quand t'as l'occasion de pouvoir les choisir. Et ça, c'est pas humain d'avoir à coucher avec quelqu'un quand t'en as pas envie ou d'avoir à être touché par quelqu'un quand t'en as pas envie. Je sais qu'il y a des tonnes de femmes qui comprennent un peu parce qu'elles le font avec leur mari ou avec leur conjoint. Et j'aimerais que ces femmes imaginent maintenant qu'elles le font à répétition et à répétition et à répétition. Et même si c'est terrible, t'oses plus arrêter un jour parce que tu sais pas ce que tu vas faire après, parce que tu n'as plus l'estime que tu avais avant de commencer et tu ressens plus la liberté que tu ressentais quand tu as commencé. Tu sais pas ce que tu vas dire aux gens à propos de ce que tu faisais, tu sais pas comment tu vas faire pour continuer sans te geler et tu sais pas comment en sortir. Et tu peux demander de l'aide à certaines personnes et il y a des personnes qui vont te dire qu'ils sont là pour t'aider, mais qui dans les faits veulent surtout te maintenir dans la prostitution parce que c'est avec ça qu'ils vivent. Tu as l'impression que c'est écrit dans ton front que tu as fait ça, puis même si tu l'assumais au début, que tu aimais ça, que tu te sentais libre, maintenant tu te sens prisonnière, minuscule, et tu as l'impression que partout tu vas croiser un client qui va te faire une offre juste au moment où tu n'arrives justement pas et où tu as besoin d'argent. Alors tu n'arrêtes pas, ou tu arrêtes parce que tu n'es plus capable, et tu es pauvre, mais c'est quand même mieux. Et tu réalises tout ce que tu as perdu en bout de ligne quand tu finis par arrêter et quand tu dégèles. Tu as perdu du monde parce que tu n'arrivais plus à les aimer comme il faut. Tu as perdu des amis parce qu'eux voyaient comment tu étais malheureuse et ne pouvaient plus t'aider. Tu as perdu ton estime parce que c'est pas vrai que c'est valorisant. Et tu as perdu des années de vie où tu aurais pu être pauvre, mais où tu sais maintenant que tu aurais été vraiment, vraiment mieux pauvre que dans cette situation-là. Et tu te dis que tu aurais dû te geler encore plus pour ne pas prendre conscience de l'absurdité de ce que certains appellent une job, et que tu aurais dû faire comme tant d'autres, te geler encore plus et encore plus pour continuer, parce que quand tu arrêtes, c'est là que ça devient infernal, puis que tu réalises tout ce que tu as perdu. Ou tu te dis que tu aurais pu faire n'importe quelle connerie qui t'aurait permis de ne pas réaliser que tu étais malheureuse, et souvent tu finis par te dire que tu devrais peut-être te tuer, parce que ça serait plus simple. À un moment donné, ça se peut que tu te mettes à aller mieux, et c'est là que tu te dis que tu aurais peut-être juste, surtout, jamais dû croire celles qui disent que c'est merveilleux, ce milieu-là, et que tu aurais juste jamais dû commencer, jamais te taper le premier client, celui qui a tout déclenché. Et tu aimerais ça pas avoir pris conscience du vide que ça te fait ressentir, de la tristesse qui t'envahit, de la peur des hommes, des femmes, des foules,
parce que tu finis par avoir peur de tout. Parce que c'est tellement plus facile de te faire croire que tu aimais ça. C'était tellement plus facile de te faire croire que tu aimais ça être un objet sexuel que réaliser que ça te blessait dans tout ton être. Tu te dis que tu devrais peut-être mourir. Moi, je veux plus mourir parce que j'ai un but, parce que j'aimerais faire comprendre aux filles qui songent que non, c'est pas la bonne solution. Même si tu es open, à l'aise sexuellement, droite, à jeun, forte, organisée, entourée, même si quelqu'un te promet que tu vas juste danser, juste être serveuse, juste faire des photos et qu'il va te protéger, c'est pas une solution, c'est une destruction. C'est pour ça que je vis maintenant, pour prévenir les autres femmes et pour mes enfants. C'est les seuls êtres humains auxquels je suis encore profondément attaché. Je crois plus les autres humains. J'ai du mal à aimer, j'ai du mal à croire qu'on puisse m'aimer, mais je suis chanceuse, il y a des gens qui m'aiment et mes enfants m'ont maintenu en vie. Sinon, j'aurais fait comme tant d'autres femmes et j'aurais pas survécu à un enfer aussi intense. J'ai survécu, mais ça a bouleversé ma vie, mon existence, mon être et mon âme, pour toujours probablement. Si tu penses t'y mettre, même à temps partiel, même occasionnellement, même en imposant tes limites, même dans les meilleures conditions possibles, dis-toi qu'on s'est tous dit ça au début. Et crois pas celles qui te disent être bien là-dedans. C'est peut-être vrai, peut-être que non, mais si c'est vrai, c'est des exceptions. Et si tu n'es pas l'exception, c'est sûr que tu vas souffrir. Il y a d'autres solutions. Tu as peut-être de la misère à arriver, mais c'est moins pire qu'avoir de la misère à t'aimer. Puis si tu es déjà démoli, puis tu dis que ça ne peut pas être pire, il y a des solutions pour te reconstruire au lieu de te détruire encore plus. L'autre texte, c'est un texte qui avait été publié déjà, mais que je trouvais vraiment très, très pertinent parce qu'il y a quand même un nombre assez incroyable de femmes dans la prostitution qui finissent par se faire violenter. Donc, je trouvais que c'était un texte qui était important à lire dans les circonstances. Bien que tu sois l'être le plus abject, le plus malade, le plus pervers et le plus dégoûtant qu'il m'ait été donné de rencontrer, je te consacre encore 1 minute à toi, l'homme qui m'a sauvagement agressé il y a près de 2 ans. Je vendais mon corps, j'étais une femme prostituée, pour diverses raisons. J'avais des rêves et je voulais subvenir aux besoins de ma famille. Je voulais faire assez d'argent pour me permettre d'atteindre des objectifs nobles et réalistes et je rêvais de pouvoir offrir à mes enfants un début de vie plus doux que le mien. Tu savais ce que je voulais, tu savais ce à quoi je rêvais et tu savais que tu allais me réveiller brutalement pendant les heures suivantes. Ça devait te griser, j'ai rarement vu un homme aussi excité. Pendant que tu te déshabillais pour que je te masse, tu m'as posé des questions. Je t'avais dit que je faisais pas de complet et tu étais bien content. Je t'ai cru parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui trouvaient ça plus propre et qui aimaient mieux ça. C'est n'importe quoi, mais les hommes pensent vraiment ce qu'ils veulent quand ils payent pour une fille. Quand j'ai commencé à te masser, tu savais que j'avais des enfants, des buts, tu savais pourquoi je fixais des limites et tu savais que j'avais encore des sentiments. Tu savais qu'en me violant, tu démolirais une femme qui essayait de se reconstruire et pour être certain de bien me démolir, tu as semé en moi une peur transperçante et omniprésente avec tes menaces et ta violence. Quand tu as mis ta main dans mon cou en changeant d'attitude d'un coup, tu savais que j'obéirais. Tu savais que tu me dominais entièrement. Tu savais que tu pourrais faire ce que tu veux avec moi. Ça t'a excité, c'est évident. J'ai rarement vu un homme aussi excité. Et j'en ai vu des hommes excités. Quand tu as fait exactement ce que je voulais pas faire, avec une violence insoutenable et un plaisir dégueulasse, tu savais que je souffrais de tout mon corps, de tout mon être et de toute mon âme. Ça t'a excité, alors j'ai essayé de te le cacher. Parce que même pendant que tu me faisais ça, j'étais encore capable de faire semblant d'être forte. Quand tu m'as traité de tous les noms les plus humiliants en me violentant encore plus, tu savais que la fille qui pleurait silencieusement sur le lit avait plus rien à voir avec celle qui était entrée dans la chambre. Je savais plus faire la forte, tu avais réussi. Et quand tu as continué à me dégrader, avant de me jeter dehors de la chambre comme si je l'avais souillé, tu te sentais puissant, viril, dominant. Je l'ai vu dans tes yeux. Mais t'es rien de tout ça. T'es juste une sous-merde parmi plein de sous-merdes.
Et j'ai trouvé, et j'ai eu envie que tu souffres. Et j'ai encore envie que tu souffres. C'est pas mon genre de souhaiter la souffrance d'un être humain. J'ai des valeurs d'amour et de respect immenses, mais tu m'as fait découvrir la haine. Ça fait presque 2 ans que tu m'as violé, et je sais pas ce que tu deviens, mais moi, je vais mieux. J'ai survécu aux 3 mois qu'il a fallu entre ma demande d'aide psychologique et le moment où j'ai fini par en obtenir. J'ai survécu aux hommes qui ont voulu me protéger à condition de me posséder. J'ai survécu à la pauvreté extrême que j'ai connue quand j'ai pu être capable d'être prostituée. J'ai survécu au complet que j'ai fait après en me disant que de toute façon, il n'y a rien qui pouvait être pire que ce que tu m'avais fait endurer et en calculant qu'un complet, c'était réglé beaucoup plus vite qu'un massage. J'ai survécu aux douleurs physiques, psychosomatiques et morales que le stress a causées à mon corps et à mon esprit. Et je survis encore près de 2 ans après aux démarches que je dois faire pour obtenir un tant soit peu d'aide de l'IVAC. Je survis au dégoût que je ressens chaque jour de vivre dans une société où les hommes ont le droit d'acheter des femmes. Je survis jour après jour. Je vis même. Et j'ai plus besoin de faire semblant d'être forte, je le suis à nouveau plus que jamais. Et c'est pas grâce à toi. Si ça n'avait pas été toi, ça aurait été un autre. Toutes les femmes prostituées finissent par se faire violenter. Certaines meurent, d'autres survivent, d'autres réapprennent à vivre, et je suis vraiment chanceuse d'être dans cette catégorie-là. Ça n'a rien à voir avec toi. Je suis guérie de l'agression que tu m'as fait subir et du temps que j'ai passé à être prostituée, et je tenais à te le faire savoir parce que je sais que pour toi, savoir que je vais bien, c'est sûrement pire encore que de faire arrêter et enculer à répétition un coup en dedans. Et ça n'arrivera pas parce qu'une femme prostituée, ça n'a pas à porter plainte pour viol. On dit encore qu'elle a couru après. Mais j'ai pas couru après. Il n'y a aucune femme qui court après, comme il n'y a aucune femme qui souhaite être prostituée et comme il n'y a aucune femme qui mérite de l'être. Vous l'avez sûrement senti, à quel point ça a été très courageux pour Rose de lire ces textes qu'elle a trouvés qui résonnaient beaucoup en elle. Merci beaucoup. Ça prend beaucoup de courage, Rose, à ce que tu as fait. Merci. On a maintenant Sophie qui veut elle aussi nous faire part de son témoignage. Bonsoir. Bon, vous remarquez probablement que je suis masquée parce que je dois aussi avoir un faux nom. Parce qu'en tant que survivante de la prostitution, même si je suis une experte de mon vécu, même si je suis une experte sur le plan de tout ce qui est conséquence de la prostitution, même si je suis une féministe engagée, même si je suis une travailleuse communautaire, même si je suis bien privilégiée comparée à d'autres femmes qui ont été dans la prostitution, je ne peux pas prendre le risque de montrer mon visage pour des raisons qui me sont personnelles et dévoiler mon identité. Mais je salue le courage de ma camarade. Je dois cacher mon identité de survivante pour maintenir mes emplois, me permettant de rester hors de la prostitution ou de ses dérivés et de ne pas retomber dans la drogue. Je dois cacher mon identité de survivante pour obtenir éventuellement d'autres emplois, même dans le mouvement féministe et même dans le mouvement abolitionniste. Je dois cacher mon identité de survivante pour éviter de subir des représailles, que ce soit des proxénètes, des clients, des personnes défendant l'industrie du sexe. Je dois cacher mon identité de survivante pour ne pas perturber mon réseau social et m'isoler davantage. Puis, pour m'éviter une série de jugements et de questionnements intrusifs. J'aimerais bien pouvoir dévoiler mon identité. J'aimerais que mon vécu de survivante ne soit pas une embûche, mais un levier dans ma vie. Mais nous sommes malheureusement loin de là. D'ailleurs, il est difficile de lutter pour se réassocier avec soi-même, alors qu'on doit encore parler de soi avec un faux nom, comme lorsqu'on était dans la prostitution. De 15 ans à 18 ans, j'étais dans l'industrie du sexe. Exploitée sexuellement dans le monde de la mode, serveuse sexy, escort girlfriend experience dans une agence haute call et escort girlfriend experience indépendante. Girlfriend experience, si vous ne savez pas, c'est faire semblant d'être la petite amie de clients prostitueurs.
Donc, vous pouvez vous imaginer qu'entre 15 et 18 ans, faire à semblant que tu es la petite amie de personnes qui ont le triple de ton âge des hommes, c'est très réaliste de toute façon. Mais je ne vais pas m'attarder sur mon vécu dans la prostitution ou parler au passé, bien que ce soit par le biais de leurs témoignages que les survivantes s'inscrivent dans les luttes pour l'abolition de la prostitution. Je suis un peu tannée, en fait, de devoir parler de mon vécu dans la prostitution puis de satisfaire le voyeurisme de certaines personnes et des médias. Je ne partirai pas à la société du spectacle. Je suis encore vivante et j'ai un avenir. C'est de cela que je souhaite vous parler. J'aimerais vous parler des survivantes de l'exploitation à des fins commerciales. Donc, les survivantes sont des femmes ayant été exploitées sexuellement, qui dénoncent le système prostitutionnel et qui osent même exiger son abolition, soit de manière autonome ou réunies, oui, en association. Survivantes, non pas pour revendiquer la reconnaissance d'une identité de femme post-prostituée ou celle d'avoir survécu à la prostitution grâce à un quelconque héroïsme, bien que sortir de la prostitution représente un parcours parsemé d'embûches. Le terme « survivante » tire son sens dans le fait qu'elles doivent survivre avec la charge d'un vécu d'exploitation sexuelle et de beaucoup de violences sexuelles et, bien sûr, avec leur propre vécu d'oppression. La prostitution s'inscrit dans notre chair par un processus de marquage, nous dépossédant de nous-mêmes, sans rachat possible. Comme nous avons été aliénés prostitutionnellement, nos récits et écrits tracent le point de vue des survivantes sur les rapports sociaux et les structures sociales. De plus, nos pratiques de solidarisation, de résistance et d'action, souvent sous-estimées et négligées, sont primordiales dans la lutte pour l'abolition de la prostitution. Dans la conjoncture actuelle, marquée par les efforts d'individualisation et de normalisation de l'exploitation sexuelle à des fins commerciales, confronter la rhétorique pro-travail du sexe et l'industrie du sexe en tant que survivante entrave grandement l'ordre prostitutionnel. Nous sommes en danger. Nos témoignages et revendications ne cadrent pas avec l'image des travailleuses du sexe et la prostituée heureuse ou la courtisane présentée dans les médias. Nos témoignages et revendications sont systématiquement disqualifiés et catégorisés par les défenseurs et défenseuses de l'industrie du sexe comme étant non représentatifs de la réalité prostitutionnelle. Exigeant un important travail émotionnel, les témoignages des survivantes sont stratégiquement récupérés par les pro-travail du sexe pour catégoriser la prostitution sous un mode binaire. La prostitution dite libre, nommée travail du sexe, et celle dite forcée, nommée traite ou exploitation sexuelle. Cependant, nous savons que cette division existe seulement dans leur discours. Toute prostitution est une forme de violence et elle ne sera jamais libre. Ainsi, notre point de vue, notre militance en tant que survivante se trouve niée par les discours pro travail du sexe, alors que ce courant souhaite tant, paradoxalement, émanciper les femmes. Ce courant accuse les féministes abolitionnistes de victimiser les travailleuses du sexe et d'être violents envers elles, alors que les survivantes, ayant aussi vécu de prostitution, luttent contre l'exploitation sexuelle et se disent aussi féministes abolitionnistes. J'aimerais vous présenter quelques groupes de survivantes ou des groupes fondés par des survivantes. Je les énumérer un peu comme une liste d'épicerie, malheureusement, mais on les nomme si peu souvent. Au Canada, il y a Formerly Exploited Voice Now Educating, EVE, les survivantes de Indigenous Women Against the Sex Industry, Sex Trade 101, les survivantes de la Clé, les survivantes de la Maison de Marthe. Je tiens spécifiquement à dire que les femmes autochtones ayant vécu dans l'industrie du sexe au Canada sont extrêmement actives pour leur lutte contre l'exploitation sexuelle et je tiens à saluer leur courage. Aux États-Unis, Breaking Free, Standing Against Global Exploitation Project, les survivantes de Girls Educational and Mentoring Survives, Women Hurt in Systems of Prostitution Engage in Revolt, RISPER, j'aime bien l'acronyme, les survivantes de l'Organisation for Prostitution Survivor et le Survivor Advisory Caucus de la Coalition for Abolish Slavery and Trafficking. En Irlande, les survivantes de Rouama. En Afrique du Sud, Massifakami ou Stand Up. En Inde, Apnea Ap Women Worldwide. Aux Philippines, Bagum Calamine Collective. Les groupes internationaux, Survivor of Prostitution Abuse Calling for Enlightenment ou SPACE, Sex Trafficking Survivor United et Survivor Connected Network.
Il faut prendre en considération les conditions de militance des survivantes. Nous avons la charge d'un vécu dans la prostitution, ce qui peut être très lourd à porter. Nous avons des réalités socio-économiques souvent très précaires. L'accès à un réseau de solidarité est souvent absent. L'intérêt médiatique n'est peu là. La disponibilité et la réceptivité communautaire, oui, est absente. Et l'intérêt des mouvements sociaux est peu présente. Les attaques envers les féministes abolitionnistes sont omniprésentes. J'aimerais aussi mentionner ceci. Les survivantes ne sont pas toutes pareilles, tout comme les femmes. Les survivantes ont un vécu commun d'oppression et un certain parcours. Agression sexuelle, contrainte économique, violence masculine et un marquage oppressif qui leur appartient. Et nous avons toute notre propre trajectoire de vie. Par exemple, de nombreuses femmes peuvent terminer leur études secondaires, mais d'autres sont aussi à l'université. Certaines ne veulent plus de relations sexuelles, certaines sont lesbiennes, certaines sont bisexuelles ou hétérosexuelles. Nous n'avons pas toutes les mêmes opinions politiques non plus. Quelques-unes peuvent avoir des comportements ou des propos racistes, alors que d'autres sont des grandes militantes antiracistes et anticolonialistes, comme les femmes autochtones que nous avons la chance d'avoir au Canada. Ainsi, il ne faut pas nous sous-estimer, ni nous idolâtrer non plus. J'aimerais aussi dire qu'il est difficile d'avoir une vie sociale en étant survivante. Il faut cacher une bonne partie de sa vie, sinon nous devons faire face à des préjugés et à une possible exclusion. Bien souvent, il faut malheureusement continuer d'avoir une double vie. À cause de mes positions politiques face à la prostitution, je suis souvent attaquée et je me trouve isolée. Cette exclusion, cette dévalorisation et cette négation de soi amènent de la colère chez les survivantes. Je suis donc en colère. Cette colère peut être difficile à gérer et cela peut être lourd pour les personnes proches de soi, ce qui entraîne un cercle vicieux d'exclusion. Il y a peu de personnes qui légitiment ma colère et me supportent sincèrement. Souvent, j'ai l'impression d'être une sous-humaine et cela n'a rien d'aidant dans un processus de reconstruction de soi. Être survivante à l'heure du discours du choix et de l'empowerment dans la prostitution est plus que difficile. Ma souffrance est niée, les violences que j'ai subies et dont je continue encore d'avoir les conséquences ne sont pas reconnues. Souvent, les femmes qui souhaitent sortir de la prostitution disent « Sortir de la prostitution, oui, mais pour aller où? » Il faut des alternatives à la prostitution, mais surtout une société qui est inclusive de leur vécu. J'aimerais vous faire un petit quiz pour peut-être essayer d'adoucir l'atmosphère, qui a été réalisé par une survivante et une militante contre l'exploitation sexuelle et les fins commerciales qui se nomme Rebecca Mott. Il a été publié sur les réseaux sociaux et nous avons l'accord pour qu'il soit partagé et traduit, parce que c'est une femme anglophone. Il s'adresse à toutes les femmes féministes et à leurs alliés. Il s'intitule « Êtes-vous une féministe ou juste une autre proxénète de la pensée? Êtes-vous un pro-féministe ou juste un autre sauveur proxénète? Soyez prudente et prudent et empathique, puis tentez de toutes vos forces de ne pas reproduire la pensée proxénète. » Première question. Pensez-vous ou suggérez-vous que les femmes sorties de la prostitution sont trop affectées mentalement pour être dignes de confiance? Avez-vous tendance à vous joindre aux propos, écrits et comportements qui suggèrent que les survivants de la prostitution sont trop affectés mentalement pour qu'on leur porte une véritable attention? Est-ce que vous écoutez ou comptez les femmes sorties de la prostitution seulement si elles ont votre point de vue? Est-ce que vous pensez être dans des rapports d'appropriation du travail des survivantes, que ce soit leur voler leur travail, instrumentaliser leur militance, ne pas leur donner de crédit? Pensez-vous qu'il est acceptable de garder des réalisations des femmes sorties de la prostitution alors qu'elles vous ont demandé de les détruire? Est-ce que vous ignorez l'organisation Survivor United ou tout autre groupe de survivantes? Utilisez-vous seulement les survivantes pour donner une apparence d'inclusion ou pour faire la discrimination positive de façade? Est-ce que vous pensez ou supportez l'idée que les femmes sorties dans la prostitution sont trop fragiles et affectées pour comprendre réellement ce qu'est leur réalité? Est-ce que vous ignorez ou négligez le fait que les survivants de la prostitution sont très politisés et sont des grandes militantes? Est-ce que vous dites ou suggérez que les survivantes qui ont des points de vue forts se font manipuler ou laver le cerveau ou qu'elles sont radicales? Est-ce que vous maintenez les femmes sorties de la prostitution dans une position de sous-humaine? Pensez-y bien, ne soyez pas sur la défensive. Si vous avez dit oui à l'une de ces questions, pensez aux raisons derrière cette réponse et soyez prêts et prêtes à changer.
Si vous pensez toutefois que ce quiz est ridicule, qu'il n'a rien à voir avec vous, que vous avez raison de répondre oui, vous êtes peut-être une proxénète de la pensée ou un sauveur proxénète. Pour conclure, je souhaite un mouvement de survivantes qui soit soutenu par les mouvements sociaux et la société. Je souhaite avoir les outils pour que moi et mes camarades, nous puissions nous réunir ensemble et lutter et faire partie d'un mouvement féministe et d'un mouvement pour l'abolition de la prostitution. Il faut mettre les survivantes au centre du mouvement abolitionniste et au centre aussi des mouvements sociaux. Sinon, on continue de renvoyer les femmes ayant été exploitées sexuellement à une catégorie de sous-femmes, ne méritant pas de militer elles-mêmes pour leur propre libération. Ce soir, je vous invite à lutter avec et pour les femmes ayant un vécu en lien avec l'industrie du sexe, pour bâtir une société où tous et toutes pourront vivre librement sans exploitation sexuelle. Merci. Merci. Merci beaucoup, Sophie. On a eu une belle leçon de ce que c'est qu'une survivante. On a pu vraiment entrer dans le vif du sujet. Ça a été très bien exprimé. Merci beaucoup.